Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre magazine consacré au spectacle, aux arts et au lifestyle, avec un focus aujourd'hui au Maroc, sur le festival Mawazine. C'est l'un des festivals de musique les plus importants d'Afrique du Nord. En 13 ans, Mawazine a imposé son style ouvert, moderne et laïque, en invitant des artistes du monde entier. Dans ce journal, nous irons en Israël, en marge de la 16e Gay Pride. Un événement va coïncider avec le 9e festival du film gay et lesbien, à l'heure où le gouvernement israélien autorise la GPA, la gestation pour autrui. Les organisateurs misent sur la famille. Nous recevrons le directeur artistique du festival du film LGBT. Et puis enfin, D-Day oblige, nous irons au cinéma voir comment la France, les États-Unis ont traité en images le débarquement. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Bien évidemment, nous revenons sur le concert des Rolling Stones à Tel Aviv, une ambiance très bon enfant, 50 000 personnes qui avaient déboursé entre 140 et 1000 euros. Ils n'ont pas été déçus, c'était la première fois que les Stones jouaient en Israël. Ils auraient touché pour cela presque 7 millions de dollars, selon la chaîne israélienne Arutz Shtaim. Ron Wood en a profité pour aller voir le mur des lamentations à Jérusalem. Et sur scène, le groupe, il a joué le jeu en bon routard du rock. Keith Richards a expliqué qu'il était très content de mettre les pieds dans un pays qu'il ne connaissait pas. Quant à Mick Jagger, il s'est lancé dans des phrases en hébreu extrêmement touchantes, quoique approximatives. En presque 2 heures, le groupe a offert le meilleur de son répertoire, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, Satisfaction et un très joli You Can Always Get What You Want, chanté avec le chœur de l'université de Tel Aviv. Le public israélien a été conquis. C'était un super show, on s'est beaucoup amusé, un rêve devenu réalité. Un spectacle génial, c'est la 3e fois que je les vois. D'abord il y a 20 ans à Buenos Aires, puis à Istanbul. C'est incroyable, ils n'ont pas changé. Mick fucking Taylor in Israel! Mick Jagger en Israël, c'est complètement fou! La meilleure soirée de ma vie! Les Stones sont les meilleurs! The Stones are the shit! Un homme heureux, des réactions recueillies par Maëlle Benolienne avec Nassib Safadi. L'autre grand moment de foule qui s'annonce encore en Israël, c'est la 16e édition de la Gay Pride qui aura lieu la semaine prochaine. Mais en marge de cette Gay Pride, il y a un clip surréel qui devrait provoquer la colère chez les uns et faire le buzz chez les autres. Un clip comme seuls les Israéliens sont capables de faire. On y voit la chanteuse ou le chanteur transsexuel d'Anna International organiser la bar mitzvah de son fils dans une synagogue. Tout ce qu'il y a de traditionnel. Pour Moti Reif, le directeur artistique de ce clip, au micro de Maëlle Benoliel, ce clip n'a pas vocation à choquer. Synagogue is for everybody. La synagogue, c'est un lieu pour tous, d'accord ? Et l'idée, c'était de fêter cela. Ici, vous savez, les célébrations en famille, c'est très important. Bar mitzvah, bat mitzvah, mariage, des fêtes que les autres religions n'ont pas forcément. Donc, si notre thème, c'est la famille, les célébrations au sein de la famille, c'est comme ça que l'idée nous est venue de faire la bar mitzvah du fils de Dana. Un peu d'humour, ça aide toujours. Et toujours sur le même sujet, nous recevons maintenant Yair Horner. Bonjour, vous êtes le directeur du festival du film LGBT de Tel Aviv. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la 9e édition de votre festival de film. Est-ce qu'il est marqué comme la Gay Pride sous le signe de la famille? The movies are not Les films présentés ne sont pas particulièrement axés sur la famille, mais il y a de nombreux films qui abordent ce thème de situation familiale. Par exemple, on a ce film Blue and Not So Pink de Miguel Ferrari, le premier film gay fait au Venezuela. C'est l'histoire d'un père dont le fils hétéro débarque d'Espagne et ne sait pas comment réagir. On a aussi un film qui nous vient de Suisse à propos d'un écrivain très célèbre vivant à Berlin et qui retourne dans son village pour prendre soin de sa mère. Alors on comprend bien, Yair, que vous avez un regard international sur la communauté gay. Vous invitez d'ailleurs des personnalités, et notamment Zazie de Paris. Vous l'invitez cette année à Tel Aviv. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage? She is a very famous
gay icon. Oui, elle est une icône très connue, une icône gay d'Allemagne. Elle a grandi en Israël, mais elle est née à Paris. Ses parents ont déménagé en Israël, qu'elle a quitté en 1970. Elle est repartie à Paris pour devenir chanteuse et danseuse. Au début des années 80, elle a déménagé à Berlin où elle est devenue très connue en tant qu'actrice de théâtre et en tant que chanteuse. Il s'agit de sa première visite en Israël depuis les années 1970. Donc on est très enthousiaste de la voir chez nous. From 1970. It's very exciting to have her. Oui, on l'imagine bien. Et vous lui remettez un trophée, un award d'honneur, c'est ça? You give her an award. We give her the honor at TLV Festival as she was. On lui remet le prix d'honneur du TLV Fest. Elle était un petit garçon juif et en tant que transsexuelle, elle est devenue une chanteuse et actrice respectée. Je pense qu'il est bon de récompenser les gens qui parviennent à changer les opinions de nombreuses personnes. Change the point of view of all over the. Yair Ortner, qu'est-ce que c'est qu'un festival de films gays? Est-ce que c'est un festival fait par des gays où l'on voit des gays? Ça veut dire quoi dans le fond? The movies are dealing with LGBT issues. La plupart des films abordent des questions LGBT. Le réalisateur peut être hétéro également, du moment que le film est bon. On ne projette pas un film car le réalisateur est gay, lesbien ou transsexuel. Nous, ce qu'on recherche, ce sont des bons films, des films intéressants. Évidemment, les films doivent aborder des thèmes LGBT. L'année dernière, en Israël seulement, 250 films ont été diffusés. Sur ces 250 films, seulement 6 comportaient des thèmes LGBT. Donc un festival comme le nôtre est important pour projeter des films qui ne sont montrés nulle part ailleurs en Israël. Parce que bon, c'est marqué sous le sceau de la famille, la thématique générale cette année, et on sent aussi une volonté peut-être de mener des combats pour les transgenders, les trans. Tel Aviv et Israël en général est l'un des pays les plus ouverts au monde, les plus tolérants en matière de droits des homosexuels. On a lu dans la presse récemment qu'Israël venait d'autoriser la GPA, la gestation pour autrui. Selon vous, Yair, et c'est ma dernière question, quels sont les combats à mener encore dans ce pays? Tel Aviv, it's very open-minded city. Vous savez, Tel Aviv est très ouverte d'esprit, mais malheureusement, ce n'est pas le cas d'Israël dans son ensemble. C'est toujours très difficile de vivre dans des autres régions du pays. Tenez, pas plus tard que la nuit dernière, il y a eu une agression homophobe dans un supermarché à Tel Aviv. Donc vous pouvez voir qu'il nous reste de nombreux combats à mener pour nos droits, pour pouvoir vivre comme n'importe quel citoyen. Il y a eu quelques avancées, notamment au sein du gouvernement et du Parlement israélien. Oui, mais c'est quand même un pays extrêmement tolérant. Et ma dernière question pour le surrogate, c'est quand même une avancée extraordinaire. If you read this law, it's very problematic because. Oui, mais si vous lisez cette loi en détail, c'est assez problématique. Je pense par exemple qu'il y a une limite d'âge à partir de laquelle vous ne pouvez pas concevoir d'enfants. Il y a de nombreux problèmes dans cette loi. La façon dont elle a été écrite. Plutôt que de donner de l'argent au territoire, nous pourrions nous aussi avoir des enfants. Je pense que c'est un peu louche. We could bring children. I think it's a little bit fishy. Bon, voilà. Yeah. Merci beaucoup, Yair Ortner. Et merci d'être venu nous parler de votre festival du film LGBT de Tel Aviv. Thank you. Merci. Voilà une interview qui a été réalisée un peu plus tôt. À suivre, un focus sur Mawazine, le festival au Maroc, et puis notre tour d'horizon des films du débarquement. Mais pour le moment, c'est l'agenda des expositions. 20e édition du Festival international des musiques sacrées du monde. Cet événement, signature de la Fondation L'Esprit de Fès, cherche à exploiter les arts et la spiritualité au service du développement humain et social, ainsi que la relation entre les peuples et les cultures. Avec pour thème Conférence des oiseaux lorsque les cultures voyagent, le Festival des musiques sacrées, c'est du 13 au 21 juin. Le Victoria
Australian Albert Museum présente Maqbool Fida Hussain. Celui qu'on surnomme le Picasso indien est exposé dans le célèbre musée de Londres. Ses peintures célèbrent la civilisation indienne dans toute sa splendeur, avec des scènes chaotiques aux couleurs vives. Hussain a passé ses dernières années en exil qui s'était auto-imposé avant de s'éteindre à Londres en 2011. L'exposition du Picasso indien, c'est jusqu'au 27 juillet. La galerie Harrington sort son argenterie. Cette section du musée d'art de Birmingham expose la fameuse collection d'Esther Bateman datant du XVIIIe siècle. Le travail précieux de cette artisane et femme d'affaires comprend des pièces d'argent composées par elle-même et par ses descendants sur une période de 50 ans. Avis aux amateurs de l'art de la table, Esther Bateman Setting the Table for Female Enterprise, c'est en Alabama. Direction le Maroc maintenant avec le festival Mawazine, l'un des plus importants d'Afrique du Nord. En 13 éditions, Mawazine a imposé son style ouvert, moderne, laïque, en invitant des artistes du monde entier, oriental, africain, international, marocain. Et ils sont tous là. Le récit de Daniel Campos avec Sandy Fortis. Jeune, moderne et laïque, voilà comment décrire le festival Mawazine. Un festival qui peut facilement rivaliser avec Coachella, Lollapalooza ou n'importe quel autre festival occidental majeur. L'événement a pour objectif de promouvoir une image d'un Maroc tolérant et ça marche. Jusqu'ici, plus d'1 million de personnes sont venues assister à l'une des performances. Le festival Mawazine est l'un des festivals les plus importants d'Afrique du Nord. Il est considéré comme l'un des plus ouverts d'esprit au sein du monde arabe, où la censure et les tabous ont souvent affecté la culture de la région. Le festival met un point d'honneur à respecter les goûts, les désirs et les préférences de chacun. Riche et éclectique, son programme rassemble des grands noms de la scène panarabe et marocaine, des célébrités et des artistes de renommée internationale. Outre les concerts, le festival propose également des spectacles de rue et des ateliers. Penseurs, philosophes et artistes invitent le public à réfléchir sur la musique au Maroc et dans le monde entier. Cette année, c'est Justin Timberlake qui a lancé les festivités. Les différents styles musicaux se suivent sur les scènes, internationales, orientales, africains, marocains. Le public peut ainsi se trémousser sur du gnawa, du shahabi, de l'amazigh, du rap, du rock, du reggae, de la world music ou du tarab. 9 jours durant, ce sont 1500 artistes qui se produisent sur les 7 scènes dédiées au festival ainsi que dans les rues de Rabat. Des artistes mondialement connus que le public découvre parfois pour la première fois sur une scène marocaine. Robert Plant, Neo, Stromae, les groupes Kool and the Gang et IAM ou encore les stars internationales Ricky Martin et Alicia Keys. Symbole de la tolérance et de la diversité, le festival Mawazine est un événement peu ordinaire qui permet à son public de déguster des mets locaux en pleine rue le midi et d'assister à un concert d'une star mondiale le soir, un package exceptionnel que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, on va passer au cinéma. D-Day oblige. Bonjour. Laetitia Loreni. Vous revenez sur le débarquement sur grand écran, France-États-Unis. Le sujet est inépuisable. Et tout à fait. On va commencer par le dernier en date, The Age of Tomorrow, le dernier film de Tom Cruise. C'est donc l'arrivée des aliens à travers l'Allemagne sur les plages de l'Ouest français. Donc voilà, le débarquement revisité en mode science-fiction. C'est complètement différent que ce qu'on a pu voir auparavant, puisque on avait plus l'habitude de voir des films comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg en 98, où là on était plus dans le réalisme, dans l'horreur de cette nuit et de cette journée épouvantable. Et puis Steven Spielberg n'avait pas eu peur de montrer la faiblesse américaine, ce que Daryl Zanuck n'avait pas fait en 62 avec son film Le jour le plus long, où là on était dans la glamourisation et dans la grande puissance américaine avec des plans larges qui nous faisaient penser que les Américains étaient seuls sur cette plage, alors que en fait pas du tout. Il faut sauver le soldat Ryan reste aujourd'hui pour les Américains quand même la référence du film sur le débarquement. Certains considèrent même ce film presque comme un documentaire. Donc voilà pour les États-Unis qui traitent le débarquement. On peut aussi mentionner, et je sais que c'est un film que vous appréciez tout particulièrement, le Big Red One qui était... Ça me rappelle les souvenirs personnels en fait. Et aussi qui a été tourné en partie en Israël, contrairement aux autres films qui ont été en général
général tourné en Irlande. Donc voilà pour le cinéma américain. Et les Français alors sur le D-Day? Alors les Français sur le D-Day sont beaucoup plus réservés, à part Claude Lelouch qui a réalisé 2 films sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale, pas forcément sur le sujet du débarquement, mais avec le débarquement en toile de fond. Les Misérables d'abord, avec Belmondo et Michel Bougenat, et puis Le Mariage, qui traitait de l'histoire d'un couple en 1944, voilà, d'une autre manière, de manière beaucoup plus réservée et moins visuelle, on va dire. Merci beaucoup Laetitia Loreni. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler cinéma. Voilà, le Cultumax c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.